Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 6 de Sans Filtre, cette fois-ci consacré à comment bien négocier son contrat de travail. Voilà, donc le titre vous dit tout, nous allons voir tous les secrets pour une bonne négociation quand les entretiens se sont bien passés. Donc oui, négocier son contrat de travail, bien sûr, c'est la finalité de passer les entretiens et d'obtenir un boulot. Et il y a beaucoup d'éléments que je vais vous raconter qui sont issus du bon sens, mais je préfère enfoncer le clou et vous les redonner en détail afin que vous réussissiez cette phase sans encombre. Alors, sans plus attendre, qu'est-ce que ça veut dire négocier son contrat de travail? Donc, négocier son contrat de travail, ça veut dire être ferme. Donc être ferme quand on donne ses prétentions salariales. Donc voilà, on va avoir une prétention, une fourchette de salaire à laquelle on veut être payé. Et pour y arriver, il va falloir deux éléments. Le premier élément que j'ai pas marqué ici, c'est vraiment savoir en premier lieu de quel côté est le pouvoir de négociation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les entretiens se sont super bien passés, que vous savez que vous avez que l'employeur a eu un coup de cœur sur vous, bien sûr le pouvoir de négociation il est plutôt de votre côté. À l'inverse, si vous avez été dans un processus super sélectif, que c'est le job de vos rêves et que vous étiez 500 au début et qu'il n'y en a plus que 2 à la fin et qu'ensuite c'est vous qui avez été choisi, bon effectivement là vous aurez peut-être moins le pouvoir de négociation de votre côté parce que l'employeur sait que vous voulez le job. Donc c'est pas pour autant qu'il va mal vous payer, mais vous aurez moins de marge de manœuvre pour négocier. Voilà, ça c'est en préambule. Mais peu importe où est-ce que vous vous placerez sur cette échelle-là, dans tous les cas, il faut que vous soyez ferme quand vous donnez vos prétentions salariales et il faut bien que vous demandiez un détail. Donc, le détail, ça va bien sûr être un salaire fixe, donc combien vous allez gagner sur une année pleine en K euros bruts, donc en milliers d'euros bruts, donc avant prélèvement des cotisations sociales sur votre fiche de paye. Donc voilà, pour rappel, généralement quand vous gagnez 100 euros bruts dans votre poche en net, vous allez en avoir, on va dire 70 grosso modo, et là je parle 70-75, là je parle avant prélèvement à la source des impôts. Voilà, et donc ça c'est le premier point. Ensuite, quand on vous a expliqué le salaire fixe en K euros, quel est ensuite le bonus annuel ajouté à ce salaire fixe? Donc est-ce que vous avez un bonus? Si oui, comment il est calculé? Quand est-ce qu'il est payé, etc., etc. Ensuite, on revient sur le salaire fixe et on revient. J'aurais pu le mettre avant, mais sur le salaire fixe, il faut aussi bien savoir si vous êtes payé sur 12 mois ou 13 mois. Parce que par exemple, si vous allez gagner, on vous dit vous allez gagner 12 000 euros brut par an, est-ce que c'est 1 000 euros par mois ou est-ce que c'est un peu moins de 1 000 euros par mois? Et puis en fait, il y a un 13e mois qui tombe soit en juin, soit en décembre. Donc des choses comme ça. Et ensuite, quelles sont les autres particularités de la rémunération? Est-ce qu'il y a de la participation et de l'intéressement? Donc la participation et l'intéressement, ce sont des mesures légales qui ont été instaurées de mémoire après la Seconde Guerre mondiale par le général de Gaulle et qui se basent sur des formules de calcul de partage du résultat de la valeur ajoutée. Donc en fonction des conventions collectives à laquelle les entreprises auxquelles vous allez bosser appartiennent, il y aura potentiellement de la participation ou de l'intéressement qui sont des sommes qui vous seront versées ou que vous pourrez bloquer. Donc si elles vous sont versées, ça va être aussi taxé avec des impôts, mais si vous les bloquez et que vous attendez 3, 4, 5, 6 ans ou certains événements déclencheurs, vous ne paierez pas d'impôt dessus. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'on va vous expliquer. Et enfin aussi, quelque chose qui s'assimile à de la rémunération, c'est forcément la mutuelle, les tickets restaurants et les autres avantages en nature. Est-ce que vous avez le droit, je sais pas moi, à un véhicule de fonction? Est-ce que si vous travaillez, je sais pas moi, dans une parfumerie, vous avez X centaines d'euros de parfum à moins 60% ou à quasiment gratuit sur une année, etc., etc. Donc tous ces autres avantages qui, mis bout à bout, peuvent quand même aboutir à des sommes non négligeables. Surtout la mutuelle, avec toutes les problématiques de remboursement des différents types de soins auxquels on peut faire face actuellement. Donc voilà, donc j'insiste vraiment sur le fait que il faut que vous compreniez où est-ce que vous êtes sur l'échelle de négociation. Est-ce que vous êtes plutôt en position de force ou en position de faiblesse? Et ensuite, quand vous demandez quelque chose, il faut bien qu'il y ait ces différents détails. Et enfin, un dernier truc aussi qui peut être intéressant, c'est quand vous allez demander quelque chose, si vous avez en tête un montant que vous voulez vraiment obtenir, demandez pas ce montant-là. Si vous voulez 3 000 euros bruts par mois, demandez 3 500. Comme ça, la personne en face de vous, elle va peut-être revenir en disant, non, c'est 3 200. Vous allez peut-être rechigner et dire, allez, c'est 3 300. Lui, il va dire, non, c'est 3 200. Vous allez dire, ok. Mais au final, pour lui, il aura fait une bonne affaire. Et puis, pour vous, vous aurez quand même gratté 200 euros par mois, quoi. Vous voyez ce que je veux dire.
Mais bon, donc ça c'est voilà, c'est une petite technique de négo, mais ça remplace pas le fait qu'il faut être ferme en demandant du détail et qu'on vous explique tout de A à Z. Parce qu'encore une fois, c'est votre rémunération, c'est un des éléments les plus importants du travail. Il n'y a pas de raison qu'on vous l'explique pas en détail, et surtout vous serez jamais mal perçu pour poser des questions là-dessus. Vous serez pas perçu comme étant un avare, comme étant quelqu'un près de ses sous ou quelqu'un obnubilé par l'argent. C'est tout à fait normal que tout soit transparent afin que vous puissiez vous y retrouver et que vous puissiez ensuite faire votre budget pour votre famille et pour vos activités et vos besoins. Voilà, donc c'est tout à fait normal, il n'y a aucune question tabou quand vous négociez votre contrat de travail par rapport à la rémunération. Ensuite, deuxième élément dans le contrat de travail qui, je pense, est extrêmement important à valider, c'est la date de début. Voilà, vous pouvez tout à fait demander une date de début qui est différente de ce que l'employeur désire. Vous avez le droit d'avoir une semaine pour souffler, de prendre 2 semaines de congé, surtout si votre préavis actuel, l'employeur il sait pas ça, il connaît pas l'organisation dans laquelle vous êtes, surtout si le préavis actuel va vous demander de faire beaucoup d'heures parce que vous devez former des gens, vous devez rédiger des cahiers de formation, vous devez passer des dossiers, vous devez travailler en fait encore plus pour clôturer votre poste actuel, et ben vous avez le droit de vous reposer, de faire le point, de faire un break. Encore une fois, l'employeur, s'il vous veut vraiment, il peut poireauter 15 jours, hein, sauf situation exceptionnelle pour des raisons de je ne sais quoi, moi, de départ à l'étranger ou de mission qui commence en interne, etc. Où là vous avez vraiment une date très précise sur laquelle vous pouvez pas revenir. Sinon, faut pas céder. Vous avez tout à fait le droit d'avoir une semaine de battement ou 15 jours de battement pour souffler et vous reposer. Il y a absolument aucun souci. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà négocié plusieurs fois et bah c'est comme ça quoi. Et puis vous arriverez reposé, vous arriverez rassuré et en plus vous arriverez content parce que là, le futur employeur aura pris en compte vos besoins. Donc c'est tout bénef pour tout le monde. Donc il faut surtout pas renier là-dessus. Et enfin, troisième étape, qui elle est aussi importante et qui nécessite peut-être que vous soyez un tout petit peu attentif dans l'écrit du contrat de travail, il faut bien relire toutes les clauses qui peuvent vous paraître bizarres. Donc bizarre, par exemple, ça peut dire le lieu de travail, est-ce que il est clairement mentionné ou est-ce que c'est mentionné que c'est le lieu de travail plus 50 km à la ronde? Parce que ça, c'est pareil, c'est des choses qu'on vous a pas mentionnées pendant l'entretien et que quand vous relisez attentivement votre contrat de travail, vous vous rendez compte que vous allez travailler place de l'église, mais que c'est en fait place de l'église plus 50 km aux alentours de la place de l'église, bah vous avez le droit de demander pourquoi. Parce que si c'est un élément qui est dans le contrat de travail, ça veut dire que c'est suffisamment important. Et si c'est suffisamment important, pourquoi dans ce cas-là on vous en a pas parlé en entretien? Donc et encore une fois, vous passerez pas pour la casse-couille de service, le ou la casse-couille de service en demandant ça. Vous passerez vraiment pour une personne sérieuse, droit dans ses bottes, qui essaie de tout comprendre, qui rentre à fond dans les dossiers et à qui on peut difficilement la faire à l'envers et qui du coup est très professionnel. Donc encore une fois, c'est tout à votre avantage, non seulement parce que ça concerne votre contrat, mais en plus parce que ça montre que vous êtes une personne très très sérieuse. Donc voilà, vous avez des clauses comme ça, ou aussi pareil, est-ce que le supérieur hiérarchique est clairement identifié, est-ce que l'intitulé du poste qui est dans votre contrat correspond exactement à ce qu'on vous a vendu durant l'entretien, pareil si vous avez des grades de seniorité, etc., etc. Donc vérifiez bien tout, encore une fois, vous ne serez jamais mal perçu pour poser des questions dans le détail à cette étape-ci de la finalisation du contrat de travail, parce que c'est maintenant ou jamais. Une fois que c'est signé, c'est trop tard, et une fois que c'est signé, les RH comme l'employeur pourront vous dire « Ah, mais vous avez signé », vous avez eu le temps de vérifier, vous n'avez pas vérifié, non c'est trop tard. Personnellement, j'ai jamais vécu ça. Moi, j'ai vécu le fait d'avoir posé énormément de questions et qu'on m'ait fait beaucoup de retours et qu'après on m'ait dit bon, là c'est bon, on a quand même bien répondu, donc t'as intérêt à signer. Soit, j'avais eu toutes mes réponses, j'ai signé, j'étais content. Mais j'ai eu aussi le cas où, par exemple, j'ai signé trop vite et je n'avais pas vu que mon intitulé de poste avait changé. Et dans les faits, quand j'ai rejoint l'entreprise après mon préavis dans mon entreprise précédente, le poste n'était pas exactement ce à quoi j'avais postulé. Et ça, du coup, ça n'a pas marché. Je suis resté que 6 mois dans le job et ensuite je me suis barré. Donc ça peut avoir des conséquences très importantes parce qu'en l'occurrence, moi j'avais mal lu. J'aurais pu challenger l'employeur sur ce point-là, je ne l'ai pas fait. Et ça m'a fait perdre 6 mois où j'ai quand même appris quelque chose et j'ai quand même travaillé dans une nouvelle organisation, mais je suis repassé ensuite par la case recrutement, entretien, etc. et tout. Donc voilà. Donc c'était pas très ça s'est pas très bien fini parce que justement je n'avais pas bien blindé la lecture de mon contrat de travail. Vous pouvez vous faire aider aussi. Il y a beaucoup de gens qui font de la relecture de contrat gratuitement dans des mairies. Pour des avocats de droit du travail qui font ça aussi bénévolement, il y en a énormément, donc ne vous pressez pas, même si vous n'avez pas le réseau, ça vaut le coup d'avoir quelques jours de battement. C'est sûr que l'employeur
c'est sûr que l'employeur il va vous presser pour avoir une réponse et que lui va absolument clôturer le recrutement. Mais dans ce cas-là, ce que vous pouvez aussi lui dire, c'est qu'en attendant le contrat de travail que vous voulez relire, vous pouvez avoir une promesse d'embauche. Et donc là, j'embraye avec mon dernier point, qui est que la promesse d'embauche, c'est un mail qui promet où l'employeur vous promet de vous embaucher, sous réserve de signature du contrat de travail. Et comme ça, vous dites oui, je me fais embaucher. Maintenant, vous allez juste me laisser lire le contrat de travail, mais oui, je me fais embaucher, je vous promets, sous réserve que tout est OK dans le contrat de travail. Et donc 99% du temps, ou 99,9% du temps, il n'y a aucun souci, parce que justement le contrat de travail est en ligne avec tout ce qui s'est dit auparavant, mais dans 0,01% des temps, on est bien content de l'avoir. Voilà. Et aussi, surtout si jamais pour X raison, du côté de l'employeur, le contrat de travail mettait du temps à venir, comme par exemple, je sais pas moi, l'archétype de l'exemple, les RH en vacances ou un truc comme ça, eh bien vous, de votre côté, vous ne posez pas votre démission sans avoir au moins une promesse d'embauche. Parce que comme ça, au moins, vous êtes tranquille. La promesse d'embauche, c'est un mail qui dit vous êtes embauché en telle qualité, à tel salaire, à partir de tel jour, sous réserve de l'acceptation du contrat de travail par votre part. Mais au moins, vous êtes baqué par une promesse d'embauche. Et là, vous pouvez aller poser votre démission. Voilà. Donc, et encore une fois, pour le formalisme, un simple mail avec un PDF récapitulant les conditions d'embauche fait office de promesse. De la même manière qu'un mail envoyé avec très peu de formalisme fait office de démission de votre côté quand vous avez envie d'accélérer un peu les choses. Voilà. Donc en résumé, si vous voulez, c'est plein de petits éléments qui sont du bon sens, du sérieux, du calme, etc. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de penser à tout, parce qu'on est à la fois dans l'euphorie du nouveau poste, dans le côté un peu perturbé et perturbant de la conduite du changement, avec un événement bouleversant qui est le changement de travail, et avec une pression d'un tiers extérieur qui est ces nouveaux amis que vous vous êtes fait à travers le nouveau job et votre employeur, qui vont vous pressuriser un petit peu pour signer rapidement parce qu'ils ont envie de clore le dossier. Donc voilà, donc il faut encore une fois procéder étape par étape, en étant bien sûr qu'on a bien tout validé, se faire aider par une personne spécialiste du droit du travail si on a besoin, mais en tout cas ne pas signer quelque chose qu'on ne comprend pas intégralement. Voilà, et puis encore une fois, c'est tout à votre honneur, non seulement parce que ça concerne votre contrat de travail, et en plus parce que ça montrera que vous êtes quelqu'un de sérieux et de professionnel. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, et puis comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, je vous souhaite une bonne continuation à tous, prenez soin de vous, à bientôt, salut.